On part d'une personne qui est décédée et on va rechercher des vivants. Le but ultime, c'est de trouver un héritier. On est des Sherlock Holmes. On part de rien. On part d'une personne et on va carrément reconstituer son arbre généalogique. On va essayer de gratter la moindre information. Rares sont les personnes qui ne veulent pas avoir d'explication sur leur passé. En tant qu'être humain, on a besoin de réponses. Et en tant que généalogiste, peut-être encore plus. Ça y est, on y est dans l'histoire. Ils sont généalogistes successoraux. À la demande des notaires, ils recherchent les héritiers inconnus ou introuvables d'un défunt dont la succession doit être réglée. Pour les retrouver, ils remontent dans le passé des familles. Régulièrement, dans le cadre de notre activité, on peut aussi servir des belles histoires et des belles causes. On appelle ça des services rendus. C'est pas un héritier que je vais chercher, mais des descendants. Ce que je vais leur transmettre, c'est pas un patrimoine, c'est une histoire, un héritage mais moral. Le généalogiste, dans ce type de dossier, il ne gagne pas d'argent, mais il gagne beaucoup plus que de l'argent. Il a été utile à la reconnaissance de droits justes. Je m'appelle Pascal, j'ai 50 ans et cela fait 25 ans que j'exerce ce métier de généalogie successorale. Alors, cette histoire. Tu m'as dit de venir te voir pour Oui. une histoire Alors, un peu cette histoire particulière. est un petit peu particulière. Mon grand-père paternel donc, était gendarme. Il a été à Partinello pendant l'été 42 notamment. Et pendant cette période-là, eh bien, j'ai appris qu'avec deux de ses collègues, ils avaient caché des juifs. Ça fait partie de l'histoire avec un grand H. Et enfin, bon, c'est bien entendu mon histoire familiale aussi. Et pour moi, ça a une importance capitale parce que, bon, c'était mon grand-père. Alors, ma volonté est effectivement de tenter de faire reconnaître qu'il y avait vraiment eu des justes en Corse. Et il faut, pour ce faire, donc rapporter la preuve qu'il avait été caché des Juifs. En 1953, le Parlement israélien décide d'honorer les personnes qui ont contribué, au risque de leur vie, à sauver des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le titre de Juste parmi les nations est décerné au nom de l'État d'Israël. En France, plus de 4000 personnes ont à ce jour été honorées. Et la Corse est le seul département français où aucun Juif n'a été dénoncé ou livré aux autorités. Tu as un nom? J'ai un nom, donc ce serait une famille Reichesberger. Reichesberg. Berg, pardon, excuse-moi. Voilà. D'accord. Il y a plein de gens qui peuvent porter ce nom. Par contre, c'est pour ça que tu vas peut-être voir un prénom. Pas de... Non, j'ai pas de prénom. Pour l'instant, rien de plus. Non. Donc des gens qui seraient... Il a envie de valoriser le comportement de ces hommes pour faire reconnaître le titre de juste à ces personnes, le fait qu'ils aient protégé, caché une famille de juifs pendant la guerre. Il faut que je retrouve des descendants de cette famille juive. C'est un acte quand même qui est tout sauf anodin. Olivier m'a donné très peu d'indices. Un nom de famille, Reichesberg, et un endroit, la gendarmerie de la brigade de Partinello, petit village en Corse. Pascal et Olivier se rendent immédiatement au village de Partinello pour voir l'ancien bâtiment de la gendarmerie où la famille Reichesberg a été cachée. On m'a expliqué où c'est, je vais t'y amener. D'accord. Et bon, malheureusement, il est en ruine. Bah oui, j'imagine, depuis. Attention, Ouais. voilà le bâtiment. Celui-ci, là, le gris, donc. Ouais, cette grande maison qui était transformée en gendarmerie. Je pense que ça devait être l'entrée principale. Les informations que j'avais, c'était que justement, ils avaient laissé fuir la famille par l'arrière de la gendarmerie. Je m'imagine parfaitement, 75 ans en arrière, à cet endroit, il s'est passé des choses. La gendarmerie était là, la famille Reichesberg
elle est vraisemblablement passée par là. On y est, on est dans l'histoire. Sulciane, bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Merci beaucoup d'être venu. Pour m'aider dans mes recherches, je prends contact avec Louis Luciani, historien en Corse, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je crois que Maître Lehay vous a un petit peu parlé de mon intervention, et surtout lui m'explique qu'en fait, son grand-père était gendarme à la gendarmerie de Partinel, dans laquelle une famille juive aurait été protégée, en tout cas pas livrée, aux autorités. Durant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement. Donc si on prend chronologiquement, on est encore en août 42, il y a un premier ordre des autorités de Vichy qui dit rafler les Juifs. L'ordre est là. Ordre est d'arrêter les Juifs d'effectuer ce qu'on appelle des opérations ramassage. Cet ordre est transmis au commissariat de Bastia d'Ajaccio et à toutes les brigades de gendarmerie de Lille. Et ils ne vont pas le respecter, celui-là, alors. Tout à fait. Dans ce document, on voit bien que les gendarmes de Partinello ont répondu à la préfecture d'Ajaccio pour les rafles. Il n'existe aucun étranger sur le territoire de la circonscription de race ou de religion juive. Et effectivement, le gendarme Yves Lehay était en poste à Partinello. Le gendarme a dit « Nous avions une famille de juifs, nous ne les avons pas déportés. » Ils ont vécu toute la Seconde Guerre mondiale au village. Bon, on le savait, et ils sont restés là. Les Juifs qui étaient réfugiés en Corse ont bénéficié de la part de la population de l'omerta. Octobre 1940. Le régime de Vichy adopte les premières lois anti-juives. Dans leur immense majorité, les Corses s'élèvent contre ces mesures et les représentants de l'État dans l'île leur emboîtent le pas. L'étoile jaune n'est pas obligatoire pour les Juifs. Et avant l'arrivée de l'armée d'occupation italienne en 1942, le sous-préfet de Bastia, Pierre-Henri Rix, va jusqu'à faire disparaître les archives concernant certains Juifs pour qu'ils ne soient pas recensés. Des Juifs des 4 coins de l'Europe traversent alors la Méditerranée pour se réfugier en Corse, où la résistance s'organise pour les cacher. Aucun Juif insulaire ne sera jamais ni dénoncé, ni déporté. Après la libération, on veut savoir combien il y a d'habitants en Corse et surtout combien il y a d'étrangers. On recense tous les étrangers, les Belges, les Italiens, les Hollandais, les Suisses, les Polonais et on retrouve nos Reichsberg. Et là, ils apparaissent. La famille Reichsberg a donc bien été cachée par le gendarme Lehay et ses collègues de Partinello. Elle a pu ensuite se réfugier dans le village voisin de Serriera, où les habitants l'ont cachée jusqu'à la fin de la guerre. Aujourd'hui, je vois des documents qui me confirment que l'histoire qu'on a racontée, Olivier, elle existe. La gendarmerie, le gendarme Lehay, la famille Reichsberg. Mais il y a un élément particulièrement important pour moi. Cette famille Reichsberg, elle est domiciliée dans un petit village qui est juste à côté de Partinel, qui s'appelle le village de Serriera. La suite de l'histoire, elle est probablement à Serriera. L'enquête de Pascal ne fait que commencer. Certains dossiers révèlent un lourd passé familial et beaucoup de rancœur. Il arrive qu'ils mettent en lumière des vies cachées et des enfants abandonnés. Se dessinent alors des arbres généalogiques beaucoup plus grands qu'il n'y paraissait. Parfois, par des révélations de secrets de famille notamment, on va annoncer des choses qui sont des points de non-retour dans la vie des gens. Je m'appelle Damien, j'ai 47 ans et j'exerce depuis 20 ans le métier de généalogiste successoral. J'ai un dossier à te confier qui, à mon sens, à moi, est particulier. C'est une histoire sensible. Un peu sensible. Ma cliente est venue me voir pour gérer la succession de son papa, mais tiens-toi bien, qui est décédé en 81. Dans le patrimoine à partager, il n'y a pas des millions d'euros, mais il y a une maison située dans une commune limitrophe, évaluée aujourd'hui à la somme de 80 000 euros. En 1946, Christiane, épouse et mère de 4 enfants,
dont un mort en bas âge, décide d'abandonner sa famille. Elle fuit sans jamais divorcer. La même année, son mari, Maurice, achète une petite maison. Christiane en devient de fait propriétaire pour moitié. 73 ans plus tard, à la mort de cette dernière, les enfants veulent vendre ce bien. Ils n'ont jamais revu leur mère et demandent au notaire de vérifier si elle a eu d'autres enfants qui seraient eux aussi bénéficiaires d'une partie de la vente. Donc 46, âgée de 25 ans, la maman quitte sa famille et ses 3 enfants. Plus de traces jusqu'à son décès 2014. Donc la zone d'ombre, elle est énorme. 67 ans à retracer de zone d'ombre. C'est là que j'ai besoin de tes services. Si je comprends bien, moi, il faut que je retrace la vie de cette dame de 46 à 2014 pour savoir ce qu'elle a fait, et surtout de 25 ans jusqu'à l'âge, on va dire, de 45, 47 ans. Exactement. Pour savoir si dans cette tranche de vie, elle a eu d'autres enfants qui vont venir avec tes héritiers connus. Exactement. Dans la succession. Est-ce qu'on a des éléments sur son lieu de vie après son départ? Est-ce que la fille a maintenu des liens, même disparates Alors, avec, il y a eu des liens très disparates. Elle savait qu'il y avait une personne de nationalité allemande qui a fréquenté sa maman à cette époque-là. On a besoin d'un fin limier pour retrouver tout ça. Le notaire me dit il va falloir que vous retrouviez le parcours de cette dame et le cas échéant, les enfants qu'elle a pu avoir après avoir quitté le domicile conjugal. Donc, on sait qu'elle a 3 enfants vivant aujourd'hui. Y en a-t-il d'autres? C'est la question à laquelle je vais devoir répondre. Merci beaucoup, Rodolphe. On s'est informé? Pas de souci, à ta disposition. Après sa rencontre avec le notaire, Damien se rend dès le lendemain aux archives départementales du Calvados. Lors de mon entretien avec le notaire, il m'a dit que la fille aînée de la défunte lui a expliqué que sa mère serait partie avec un Allemand. Pour nous, c'est un indice qui est précieux puisque ça va nous permettre d'orienter nos recherches. On n'a pas grand-chose et c'est déjà un début. On va pouvoir rechercher à l'état civil si éventuellement il y a eu des naissances avec un nom à consonance germanique et vérifier si ces enfants n'ont pas pour mère notre défunte Christiane. Je te propose de commencer notre battue par les environs de Cabourg et de poursuivre jusqu'à Deauville-Trouville où il y avait beaucoup de naissances à l'époque et jusqu'à Honfleur, donc toute cette partie-là pour voir si on retrouve des enfants qu'elle aurait pu avoir avec cet Allemand qu'elle fréquentait à l'époque. Il faut espérer qu'il ait un nom à consonance allemande. Tout à fait. Ariane. Non, c'est russe. Karine et Damien passent en revue les registres des naissances des villes ciblées, mais ne trouvent aucun nom à consonance germanique qui pourrait les mettre sur une piste. Que dirais-tu d'exploiter éventuellement les mariages des enfants légitimes, puisque tu sais qu'à l'époque, on nous demandait où étaient domiciliés nos parents? C'est une bonne idée, parce qu'ils connaissaient peut-être à ce moment-là, avec un peu de chance, l'adresse de leur mère. En recherchant les mentions inscrites sur les registres de mariage des premiers enfants de Christiane, les 2 généalogistes vont en effet mettre la main sur son adresse et retrouver ainsi la trace de son compagnon allemand et de leurs enfants. De la garde. On a notre allemand. Enfin. Helmut. C'est bien Christiane qui est sa concubine. Elle est née en 1921, c'est bien elle. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a 2 enfants en plus. Donc une petite Violetta qui est née en 1958 et Edmond, un fils qui est né en 1962. Ainsi qu'un 3e enfant, regarde, Christophe, qui est né en 66 à Deauville. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc finalement, c'était pas qu'une rumeur. Elle était bien partie avec un Allemand. Damien a maintenant la preuve que Christiane, l'épouse de Maurice, a donc bien refait sa vie après l'avoir quitté en 1945. Il sait aussi qu'elle a eu 3 autres enfants, dont le premier en 1958, soit 13 ans après avoir quitté son premier mari. Ses recherches lui ont également permis de retrouver la trace du plus jeune en Normandie, un certain Christophe, né en 1966, qui s'est occupé de sa mère à la fin de sa vie. Bonjour. Oui. Oui, très heureux, Damien Gérard. Enchanté. Merci à vous de m'accueillir, madame. Enchantée. Enchanté, merci. Allez-y, rentrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Il y a un notaire dans le Calvados
qui m'a appelé pour me confier un dossier dans lequel, monsieur, vous êtes intéressé. Il s'agit de la succession de votre maman, Christiane. Vous l'avez bien connue, d'après les recherches j'ai vu, vous avez vécu avec elle. Elle est décédée juste à côté de chez vous, je crois. Oui, tout à fait. 4 km. Parce qu'elle est décédée très âgée, votre maman. Oui, 93 ans. D'accord. Et votre maman, lorsqu'elle s'était mariée, avant de rencontrer votre papa, son mari avait acheté une petite maison, mais qui appartenait au couple. Et puisqu'elle est restée mariée avec lui toute sa vie, aujourd'hui, la moitié de cette maison dépend de la succession de votre maman. Et le notaire, pour pouvoir vendre cette maison, a besoin de retrouver tous les enfants de votre maman. Ma première réaction, c'est de dire c'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste pour vous? Ce monsieur, qui n'est pas mon père, la maison, c'était sa maison. Ouais, donc vous vous trouvez finalement illégitime dans la succession, dans l'avoir. Tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, ma mère n'a pas participé, elle n'était plus là. Oui, ça fait sur ses économies. Dans la succession, simplement parce qu'ils n'avaient pas divorcé. Et c'est vrai que là, c'est la loi qui pose... Oui, c'est la loi, mais ma première approche, c'est de prendre l'héritage, mais le mettre à disposition de la famille. Qui sont les enfants du mari de votre maman? Oui. Pour moi, les vrais héritiers. Qu'est-ce que vous connaissiez de la vie de votre maman? Moi, dans mon histoire de famille, elle quitte son premier mariage pour partir avec mon père. On savait qu'on avait d'autres demi-frères, demi-sœurs, mais on savait aussi que cette famille-là ne voulait pas nous voir. D'accord. Vous avez gardé des photos, des papiers? Oui. Là, je vois, bizarrement l'acte de mariage de son premier mari. Ah, donc elle avait gardé, finalement... Ah, c'est émouvant. Bizarrement, donc il y avait l'extrait d'acte de mariage, mais elle avait aussi le petit faire-part de son acte de décès. C'est touchant parce que ça veut dire que même plusieurs années après, parce qu'il est mort en 1981, son premier mari. Oui, il y a quelques années. Hein. Enfin, son mari. Oui, c'est ça. Et elle avait ça avec elle? Oui, tout le temps. Oui. Tout le temps. Et toutes les photos que vous avez récupérées là, c'était des photos avec... Alors, c'est des photos qu'elle conservait avec elle, mais il n'y avait pas de date derrière, il n'y avait pas de nom. Alors finalement, toutes les photos que vous avez découvertes, pour vous, c'est des inconnus, vous ne savez pas qui c'est? Qui c'est? Est-ce que c'est de ma famille? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que... on sait pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants sur les photos. On pense que c'est les premiers enfants. Mais les ayant jamais vus, on est incapable de mettre un nom, un visage. Il n'y a pas d'indice. Il y a une chose qui me perturbe beaucoup, c'est que la première naissance qu'elle a eue avec ce soldat allemand a lieu en 1958. On nous avait annoncé qu'elle partait de son domicile en 1946. Et après avoir vu toutes ces photos, je me dis, qui sont tous ces enfants? Il y a des inconnus. Donc on se dit, il y a un pan de la vie de Christiane qui nous échappe, il faut faire des recherches complémentaires. Damien va tenter de répondre à cette question. Les généalogistes n'ont pas de limite lorsqu'il s'agit de travailler pour une grande cause. En Corse, le dossier Reichsberg, du nom de la famille juive cachée dans une gendarmerie puis dans un village durant la Seconde Guerre mondiale, continue d'accaparer toute l'énergie de Pascal et de son équipe. Leur mission? Savoir où ils sont allés lorsqu'ils ont quitté l'île à la fin de la guerre, retrouver leurs traces et faire reconnaître officiellement l'humanité et le courage de ceux qui les ont sauvés. Là, on est sur la route de Serrières, où la famille Reichsberg a été cachée pendant la guerre. Pascal se rend au village de Serriera. Il va rencontrer le maire et surtout une certaine Antonia, la dernière personne vivante à avoir connu et côtoyé cette famille juive pendant la guerre. Bonjour, monsieur Kazi. Bonjour. Madame Colonne, enchanté. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Hein, en plus, il fait beau aujourd'hui, c'est parfait. Beau soleil. Alors, quel âge vous avez maintenant? 88. Eh ben, 1944, donc vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 14 ans, 13 ans. Et vous vous rappelez de ces gens, donc de cette famille? Parce que c'est pas commun quand même, dans un village en Corse. Je les ai bien connus, on les appelait les Suisses. Ah oui. On n'a jamais dit juifs. Au fond, les gens du village savaient oui, qu'ils étaient juifs.
Même les gosses, on le savait. Vous le saviez? Qu'ils étaient juifs, on le savait. C'est vrai, j'ai jamais oublié ces gens-là. Pourquoi? Peut-être parce qu'on pensait qu'ils étaient malheureux d'être là. Et pourquoi, selon vous? Ben, moi, je pense qu'ils étaient libres sans être libres. Hein. Vous avez raison, c'est exact, c'est une très belle définition. Vous vous rappelez d'eux? Oui. Ils étaient comment, alors? Très grands. Bon, non, le jeune homme, bon, lui faisait partie des jeunes de Serriera. Hein. Comme un enfant du village? Voilà, comme un enfant du village, oui, oui. D'accord. Le papa, on ne le voyait pas beaucoup dans le village. Par contre, sa femme, on la voyait souvent. On voyait plus la femme dans le village que lui? Elle venait souvent chez mes parents. C'était une très, très belle femme. Un jour, elle est arrivée, cette dame, elle a donné à ma mère un pyjama d'intérieur, je le revois. Il était en satin, framboise, tout brodé. Le pantalon, ma mère m'avait fait une petite jupe, voilà, froncée à la taille, tout ça. Je la revois encore, cette jupe. Vous voyez dans le village? Ah oui, oui, toute fière. J'imagine, oui. Pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de vêtements. Hein. Au quotidien dans le village, donc il venait dans les commerces. Il n'y avait pas beaucoup de commerces. Beaucoup, oui. C'est surtout les gens du village qui les ont beaucoup aidés. Tout le monde s'entraidait. Il n'y avait pas d'argent. Le berger donnait un fromage, l'autre donnait un morceau de viande. C'était des échanges. Hein. Antonia, elle a une envie, c'est que je la suive pour qu'elle m'amène dans les rues du village. Allez, moi je vous suis, c'est vous le guide. Hein. Et elle s'arrête devant la maison où la famille Reichesberg a été accueillie au quotidien pendant ces 2 ou 3 ans. Voilà, c'est cette maison, hein, c'est cette maison-là. Je les ai vus toujours là. D'accord. Si la famille revenait là aujourd'hui, ils y retrouveraient presque comme c'était à l'époque. Oui, oui, ils trouveraient la même maison. Ils trouveraient la maison. Ah, oui, oui. Alors quand on s'amusait, par exemple, à la récréation, tout ça, on venait par là. Hein. Je repars de cette journée avec Antonia, presque investie d'une obligation. Ce serait de retrouver quelqu'un de la famille Reichesberg et de l'amener dans le village de Serrières et faire une réunion. Voilà, faire revivre le passé, 75 ans après. De retour à Marseille, Pascal poursuit son investigation sur Internet. Les dernières infos que j'avais sur eux, c'était en 1946 en Corse, à Ajaccio. Je me dis qu'ils ont potentiellement quitté l'Europe, donc je pense à des sites qui vont peut-être m'amener vers les États-Unis, où on a des listes de passagers qui prenaient à l'époque les transatlantiques. Beaucoup de Juifs sont partis aux États-Unis. C'est une piste parmi d'autres. Reichesberg. Les recherches de Pascal finissent par payer. Wolfgang Reichesberg, c'est pas un homonyme, c'est le mien. Son épouse Bertha Prochoff est arrivée en Floride le 20 décembre 1960, port d'entrée Miami. Les parents Wolfgang et Bertha, ils sont forcément décédés vu leurs âges. Leur fils Amédée est décédé le 26 avril 1998. Il a été marié 2 fois, on peut quand même imaginer, espérer qu'il a pu avoir des enfants. Je pense qu'on n'est pas très loin de retrouver quelqu'un de vivant. Je retrouve un vieil annuaire téléphonique. Et en fait, la particularité aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas uniquement l'abonné, il y a également la famille. Et dans cette famille, avec M. Amédée Reichesberg, j'ai une Evelyne Bennett. J'imagine que c'est la fille d'Amédée. Pourquoi? Parce que elle se marie le 6 juin 1976. On peut imaginer qu'elle a entre 20 et 25 ans. Amédée étant née en 27, ça lui ferait avoir une fille entre 23 et 30 ans. Tout à fait plausible. Là, j'ai ma famille. J'ai Wolfgang, j'ai Bertha, j'ai le fils Amédée, Evelyne Reichesberg. Il va me rester maintenant à la contacter, à lui poser une question qui va être relativement simple, en fait. Est-ce que son père s'appelle bien Amédée, Julien, et est-ce que ses grands-parents, c'est Wolfgang et Bertha? Si elle me répond oui, le lien il est déjà fait entre la Corse et la Floride. J'ai hâte, j'ai hâte. Pour Pascal, il ne reste plus qu'à localiser précisément Evelyne Reichesberg et aller la rencontrer aux États-Unis. La généalogie, parfois, révèle l'existence d'une famille là où personne ne l'aurait soupçonné. C'est le cas dans le dossier de la défunte Christiane, dans lequel Damien et Karine se sont plongés et dont les recherches n'ont pas fini de nous surprendre.
Karine sait que Christiane a quitté son mari ainsi que leurs enfants en 1945 et qu'elle n'a jamais divorcé. Elle sait aussi qu'elle a refait sa vie 13 ans plus tard avec un Allemand dont elle a eu 3 enfants. Mais ce qu'elle découvre maintenant est à peine croyable. Je pense que tu vas être très surpris. Je viens de reconstituer le puzzle complet. Donc Christiane, entre le où elle a quitté le domicile, son mari et ses enfants, et 1958... T'as trouvé un enfant? On n'a pas retrouvé un enfant, on a retrouvé 7 enfants. Combien? 7 enfants. T'as 7 enfants en plus? Voilà. Donc attends, alors ça veut dire, au total, notre défunte, elle a eu 4 de la première union, 7 de la deuxième, 3 de la troisième, donc on a 14 enfants. Tout à fait. Donc en fait, ils se sont établis juste là, à Gonneville-sur-Mer, où Christiane a suivi son amoureux. D'accord. Et donc, voilà la partie de tableau complémentaire. Le 27 décembre 1946, elle accouche d'un petit Jackie. Tous les enfants naissent à Gonneville, ils ne bougent pas. D'accord. Une petite Mireille en décembre 47, un an après. Ouais. Une Marie-Thérèse en 1949. Il y a quasiment une naissance tous les ans. Joël en 1950. Yves en 1952. Nelly en 1953. Et enfin, une petite Josette en octobre 54. Karine révèle une autre information. Sur les 7 enfants de cette 3e famille, un seul a été officiellement reconnu par Christiane. Les 6 autres n'ont donc aucun droit dans la succession de leur mère. Je pense que ça devait être compliqué d'aller reconnaître des enfants alors que tu étais mariée surtout là, avec un autre homme que le père. C'est une certitude. Christiane, donc elle a eu 3 compagnons successifs, son mari, puis 2 compagnons après. Au total, elle a eu 14 enfants, elle en a abandonné 11, elle en a élevé finalement 3 jusqu'à la fin. Damien a contacté tous les enfants de Christiane encore vivants et leur a raconté l'histoire de leur mère et révélé l'existence des 3 familles. Il leur a donné rendez-vous dans la maison appartenant encore officiellement pour moitié à Christiane et pour l'autre au père de ses premiers enfants. Seuls 2 d'entre eux ont voulu se rencontrer, dont Christophe, l'un des fils de la 3e fratrie. Bonjour Damien, vous allez bien? Bonjour Christophe. Très bien, vous avez fait bonne route? Oui, bien. Bon. Donc on va attendre Jackie. Oui. Ça va bien se passer. Et puis je pense que personne ne soupçonnait Non, pas du tout. l'existence des autres. C'est un choc qui arrive d'un coup parce que il n'y aurait pas eu cette maison, personne ne savait rien et tout le monde continuait sa vie ainsi. Je suis un peu inquiet parce que je vais confronter 2 fratries qui ne se connaissent pas. Christophe qui découvre sur le tard que sa maman a eu une autre vie avant de rencontrer son papa, et Jackie qui a été abandonné quand il était très jeune et placé à l'assistance publique. Jackie est l'un des 7 enfants de la 2e famille découverte par Damien et Karine. Je vous présente Christophe, Jackie. Enchanté. Vous êtes 2 frères, voilà. Bah oui. D'ailleurs, on apprend des choses longtemps après. Hein. Oui. Il était un peu dans tous les coins, dispatché partout. C'est ça. On connaissait la première partie, on la connaissait sans vraiment la connaître, mais on le savait. Mais la 2e partie, c'était... Là, c'était un... C'est une maison où elle n'a jamais vécu, parce que cette maison, elle a été achetée en 1946. Votre maman venait de partir. L'année où je suis né. C'est ça. D'accord. Ça, c'est toute l'histoire de votre maman. Au final, il y a eu 14 enfants. Mais on ne les retrouve pas tous sur le tableau, puisque votre maman a eu 7 enfants avec votre papa. Mais sur les 7, il n'y a que vous qui avez un lien de filiation avec votre maman. Les 6 autres n'ont pas été reconnus. Damien a retrouvé les 6 frères et sœurs de Jackie en enquêtant d'abord auprès des maternités. Il a retrouvé la trace du passage de leur mère dans les registres. Il a ensuite recoupé les dates avec celles des déclarations de naissance à l'état civil.
On peut peut-être regarder les photos Oui, oui, bien sûr, je les ai amenées pour. Vous aviez des photos de votre enfance? Non. La seule photo que j'ai quand j'étais jeune, c'est quand j'ai été mis en famille d'accueil. Alors peut-être que ça, c'est toi. Donc ça doit être juste avant de partir, je pense. Et vous n'avez pas de photo de votre maman Non. Il y avait celle-ci. Peut-être celle-ci. Non, ça me dit rien du tout. J'ai été assistance publique à peu près à l'âge de 9 ans. Alors. Je pense que quand on a été enlevé, on n'a même pas eu le temps de se rendre compte. On s'est retrouvé dans un orphelinat avec tout un tas de gamins. Ça fait plus de 63 ans. Hein. Vous n'avez plus aucun souvenir de votre maman? Non. Inconsciemment, c'est peut-être parti de ma tête. Hein. Et puis les moments plus difficiles, je pense qu'inconsciemment, on a tendance à les effacer. On enlève ça de la tête et puis on pense à autre chose. C'était difficile pour vous, le fait que je vous annonce tout ça? On n'a pas assimilé encore tout ça. Il faut le temps que ça fasse le tour. Parce qu'on a appris beaucoup de choses quand même. Hein. Mais je vais laisser la place à la vie familiale, si je peux dire ça comme ça. Là, maintenant qu'on se connaît, j'espère qu'on se reverra. Hein. Oui. Voilà. La maison est estimée à 70 000 €. Selon la fratrie à laquelle il appartient, chaque héritier touchera entre 4 000 et 14 000 €. Pénétrer dans l'intimité d'un défunt, c'est le quotidien des généalogistes et souvent leur unique moyen de remonter la piste d'éventuels héritiers. Mais ce n'est jamais sans risque. Une famille, c'est un château de cartes, un édifice fragile qui peut s'effondrer à tout moment. La vérité n'est pas forcément toujours bonne à dire, mais juridiquement, elle est nécessaire pour pouvoir faire hériter les bonnes personnes au bon moment. Je m'appelle Paul Loriot, j'ai 41 ans et je suis généalogiste successoral depuis 15 ans. Bonjour maître. Bonjour monsieur Loriot. Paul a rendez-vous avec un notaire et un commissaire-priseur pour un inventaire. La boîte aux lettres est là. D'accord, on va aller voir. Allez, ok, on y ça va. marche. Dans un dossier classique, on retrouve les héritiers et après on fait l'inventaire. Dans notre cas, on a un défunt, Franck, garçon de bistrot, avec une vie mystérieuse. Franck a été abandonné à la naissance. Donc on ne sait pas s'il a des frères et sœurs, des cousins. On ne sait même pas qui sont ses parents. Et du coup, on va avec le notaire et le commissaire-priseur faire l'inventaire pour pouvoir aller rechercher des informations sur sa famille. Merci. Et là, je suis allé de surprise en surprise. C'est ici. Oui. On sonne, non? On va sonner, oui. Il faut, on sait jamais. Ça sonne. Vincent Gautreau, vous n'avez pas l'impression que finalement le compromis... Alors ça va être compliqué. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oula. C'est la télévision, moi. Non, non mais c'est pas possible. Oh là là. Ok. C'est un truc de fou. Hein. Bon, bah, on a un petit syndrome de Diogène, là. Hein. Bah... Oui. Quelles sont les mesures? Voilà. Franck a le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, c'est le fait d'entasser les objets qui ne servent à rien, de garder les choses. On entasse, et on fait des couches jusqu'à ne plus pouvoir habiter dans l'appartement. Attendez, on va essayer d'ouvrir. Allez-y. Attendez,
bougez pas, regardez. C'est bon. Ah oui, tournez. Nickel. Ah oui, d'accord. Eh ben... Bon, Bah, je sais pas par quoi on va commencer, en fait. ben on va... Parce qu'il y en a de partout. Franck est décédé à l'âge de 61 ans. D'après le patron du bar dans lequel il travaillait, il était célibataire et sans enfant. C'est dans un état. Dans la valise, il n'y a que des affaires. Ok. Mais des affaires de femmes. Oui, il y a beaucoup de chaussures de femmes aussi. Là aussi, j'ai des vêtements de femme. Encore des affaires de femmes. Mais il y a beaucoup, là. J'ai encore un sac à main, j'ai du parfum, j'ai un rouge à lèvres. Il avait peut-être une femme dans sa vie, quand même, hein? C'est quand même étonnant, non? C'est bizarre. Hein? Chemisier, robe. C'est étonnant pour un célibataire. Qu'est-ce qu'on... En voyant toute cette collection, on peut tous s'imaginer. Est-ce qu'il revendait les affaires? Est-ce qu'il était fétichiste? Personne ne sait et on n'aura pas la réponse. J'ai des espèces, maître. Ah. Des pièces. Et j'en ai encore. Regardez-moi ça. Oh, oui, d'accord. C'est des pièces de 1 €. Il y en a, hein? Et il y a encore des sous, là. Regarde. Oh, putain. Ah. Il va falloir qu'on compte, hein. Ça va faire pas mal de liquidités, finalement. Monsieur Loriot, regardez ce qu'on vient de trouver. Oula, ah oui. On découvre un peu au coin de l'appartement des pièces, des billets. C'est sûrement des pourboires qu'il a eus. En tout, il y avait plus de 3 000 € en petite monnaie et en billets de 5 €. Ah, on a un acte. C'est quoi ça? Ce document est un acte d'état civil mentionnant un changement de nom. Donc en fait, il s'appelait Dieb ou Diel, autorisé à s'appeler Franck-Laurent Bouchard. À mon avis, il a changé de nom, pourrait ne plus avoir de lien peut-être avec ses parents. Bon bah déjà, ça c'est une information importante pour moi. Je découvre qu'en 2003, Franck a fait changer et franciser son nom de famille et son prénom. Sur cet acte, il y a le nom de ses parents, ce qui est pour moi une information capitale. On va pouvoir retrouver ses parents et savoir s'ils ont eu d'autres enfants. Bonjour Benoît. Bonjour Paul. Ça va bien? Oui, et toi? Très bien, merci. On part avec Benoît à la mairie du 2e arrondissement et on commence à rechercher dans les registres. Avec le nom de famille d'origine de Franck, qu'il a retrouvé en visitant son appartement, Paul va pouvoir maintenant mettre la main sur son acte de naissance et connaître ainsi les noms et prénoms de ses parents. Alors voilà. Donc tu vois, il est bien fils de Arabe, donc Arabe qui est le père de Franck, donc c'est bon, et de Saléa. Benoît cherche maintenant des frères et sœurs et il découvre un premier frère. Il est né le 21 juin 52. Par contre, il est décédé. Puis, un deuxième nom surgit. En voilà une. Alors, Farida. Farida. Une sœur qui est vivante. D'accord, parfait. Là aussi, ça colle. J'en ai 2 supplémentaires. Alors, le 21 juin, pour lui. On espérait retrouver des frères et sœurs. Regarde. Voilà. Alors là, Saïd. Mais pas autant. Donc lui, c'est Youssef. Au fur et à mesure de nos découvertes, on s'aperçoit que les parents de Franck ont eu 5 enfants. Puis les parents se sont séparés. Et alors là, nous avons une Nadia. Son père s'est remarié et a eu 5 autres enfants. Et la mère s'est elle aussi remariée et a eu 2 autres enfants. Au final, Franck a 11 frères et sœurs. Franck appartient à la première fratrie. Il a donc 4 frères et sœurs et 7 demi-frères et sœurs. Mais ce que confirment les recherches de Paul et Benoît, c'est que leur défunt est le seul des enfants de la première fratrie qui a été abandonné par ses parents. Dans les semaines qui suivent, Paul réussit à joindre les 8 frères et sœurs de Franck encore vivants. Il fait alors une découverte qui le stupéfait. Aucune fratrie ne connaît l'existence des autres. Bonjour. Bonjour. Paul Loriot. Bonjour, c'est ça, Paul Loriot. Venez, suivez-moi.
un seul demi-frère de Franck, Ahmed, accepte de rencontrer Paul. Il est accompagné de son épouse. Vous connaissiez votre frère, Franck? Non. Son existence? Non. En fait, Franck est issu d'un père qui s'appelle Arabe et d'une mère, Saléa, qui est votre maman. Ce couple-là a eu Franck, mais ils ont eu Michel, Farida, Saïd et Kamel. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant? Non. Vous pensiez que vous étiez deux uniques? Deux. Moi et mon petit frère. C'est incroyable. Mais c'est une réalité. C'est date. J'ai 51 ans. À cet âge-là, on me prend une claque. Voilà. Apparemment, Franck s'est retrouvé tout seul, un peu livré à lui-même. Ouais. Mais peut-être il n'avait pas les éléments pour remonter à nous aussi. Ah mais exactement. C'est surtout ça. Il avait quel âge? 61 ans. D'accord. Il est mort à 61 ans. Il était serveur dans un restaurant et il avait comme meilleur ami son patron et comme seule famille son patron, qui s'appelle Raphaël. Et c'est Raphaël qui s'est occupé des obsèques, c'est lui qui a tout géré. Et dans quel restaurant il travaillait? Dans un restaurant à Villeurbanne. À Villeurbanne, en plus, il Exactement. était à 2 pas de nous. Oh Oui, là là. exactement, c'est fou, hein. C'est un truc de dingue, encore si c'était... À l'autre bout du monde. Ouais. Là, c'est à côté. Et alors, j'ai récupéré des photos d'identité. Il habitait dans un petit appartement HLM dans le 6e arrondissement. Je le connais, je l'ai vu au gratte-ciel. Il était souvent avec mon frère Jamel, Vous avez la coïncidence? qui a fait de la poste. Il était souvent avec mon frère. C'est quelqu'un de très, très, très gentil. Moi, son visage me vraiment pas. C'est incroyable. Ahmed, il veut en savoir plus sur son frère. Je décide d'organiser une rencontre entre Ahmed et Raphaël, le patron de Franck, mais aussi son ami de 40 ans. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Tenez, je voulais vous présenter Ahmed, qui est le frère de Franck, et sa femme Dalila. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et en fait, ils avaient beaucoup de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre au sujet de Franck. C'est plein d'émotions. On est ravis de vous rencontrer. C'est sincère. On avait hâte de voir avec qui Franck avait passé beaucoup de temps. Il a travaillé avec moi 7 ans ici. Mais je l'ai connu jeune, hein. Il avait 18 ans quand je l'ai connu. Vous étiez pour lui un frère, un père, un ami, la famille? Moi, il ne m'appelait pas patron. J'étais, voilà, et je veillais sur lui pour qu'il soit bien, quoi. Ouais. Il se laissait aller au niveau santé, au niveau de beaucoup de choses, donc j'étais derrière lui à le pousser. Mais il attendait toujours le dernier moment, donc il fallait aller en urgence. Ouais, mais par son passé, c'est difficile aussi, puisqu'il a été quelque part rejeté. Oui, mais bon... Voilà. Après, c'est dur de grandir, c'est comme un orphelin, c'est très dur de grandir comme ça, seul. C'est très, très dur. Mais qui c'est qui l'a récupéré à sa naissance? J'en sais rien, moi. Personne. Et il vous a jamais raconté son parcours? Non, ça c'était secret. Ça. Ah oui, il n'avait pas envie d'en parler. C'était quelque chose qu'il ne voulait pas entendre. À mon avis, il a beaucoup souffert de ça. Certainement, c'est sûr. Il a voulu y oublier, je pense. Une partie qui... Cette partie-là. Oui, il se refermait. C'était vous, voilà. sa vie. Voilà, c'était moi, c'était le travail. C'était un bosseur. Il n'y avait que ça. Il a plongé dans le travail à fond. Ouais, à fond. Parce que sa vie à côté... Il a compensé. Elle était pauvre. Et il devait sûrement se sentir seul. Ce qui est fou, c'est qu'il est mort seul, sans famille, alors qu'il avait 11 frères et sœurs. Ouais. Et vous, Ahmed, maintenant que vous connaissez un peu plus de choses sur la vie de votre grand frère, qu'est-ce que ça vous fait? Mais de la peine, j'ai de la peine. Bah, j'ai beaucoup de peine, puisque peut-être, pour moi, ça aurait été un grand frère, et j'aurais pu peut-être l'aider autrement, psychologiquement. Sûrement. Lui dire qui était sa mère. Lui montrer ses cousins, son pays, ses liens familiaux, quoi. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Quand je vous vois votre frère.
Aujourd'hui, j'aimerais qu'il soit là. Qu'il soit là, quoi. C'est sûr. Ouais. Ahmed réalise que son frère Franck était une personne aimée de son entourage, qu'il avait trouvé de sa propre famille. J'ai l'impression que ça lui fait du bien. Et lui, Raphaël, réalise que Franck avait un frère d'une gentillesse extrême et ça lui rappelle les bons souvenirs qu'il a vécus avec cet ami. Et qui s'est occupé de ses funérailles? Moi, mes employés ont voulu donner une funéraille un peu noble. Il la méritait. Vraiment, c'est touchant ce que vous avez fait. Il est né abandonné, mais il est mort. Vous en êtes occupé, quoi. Accompagné. Jusqu'au bout. Voilà, voilà. Merci pour tout. Les demi-sœurs et frères de Franck hériteront de tout ce qu'il avait. Ils se partageront 30 000 €. Les généalogistes ne sont jamais aussi fiers que lorsqu'ils contribuent par leur métier à faire reconnaître les grandes causes. Sur le dossier corse, Pascal est toujours attelé à retrouver les descendants Reichsberg, du nom de cette famille juive cachée durant la Seconde Guerre mondiale. Lui et son équipe n'ont jamais été aussi près du but. Après des semaines d'enquête, Pascal s'apprête à s'envoler pour les États-Unis. Le scénario que j'avais imaginé au départ, trouver une descendante de cette famille Reichsberg, ça y est, il vient de prendre forme. J'ai trouvé Evelyne, qui est la fille d'Amédée, le jeune homme qui était en Corse pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette période de la guerre, en général, on en parlait très peu, voire pas, parce que c'est une période terriblement dramatique. Alors peut-être que je vais lui apprendre cette histoire de Corse qui serait quand même assez incroyable. C'est à Miami, en Floride, que Pascal a rendez-vous avec Evelyne. On est pratiquement à l'aboutissement de cette recherche. Ladies and gentlemen, welcome to Miami International Airport. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer également. Vous parlez français? Oui, un petit peu. Très heureux de vous rencontrer et pour vous raconter un petit peu comment la famille Reichsberg a vécu pendant cette période un peu particulière qu'est la guerre. Est-ce que vous a parlé de ce passage de la famille en Corse? J'en sais peu à ce sujet. Je sais qu'ils étaient en Corse, mais à part ça, pas grand-chose d'autre. J'ai quelques photos. C'est formidable que vous ayez des photos, parce que ça va me permettre un peu de donner vie aux recherches sur papier. Voilà Amédée, mon père. C'est sa mère, Bertha. Bertha. Et Wolfgang. Ma grand-mère m'a dit que mon grand-père était photojournaliste, qu'il écrivait contre le nazisme. C'est pour cette raison qu'ils ont dû fuir. En revanche, elle ne m'avait jamais dit que nous étions juifs. Jamais. La première fois que vous m'avez contacté, je vous ai dit, mais c'est impossible. Vous m'avez répondu oui, 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 votre famille est juive. Ça a été difficile pour moi d'intégrer ça. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'elle était catholique. J'ai donc fait un test ADN et j'ai eu la confirmation. J'ai bien du sang juif. Je ne comprends pas pourquoi ça a été un tel secret. La première personne qui m'a parlé de cette histoire, c'est le petit-fils du gendarme qui a caché votre famille, Olivier Lehay, et son grand-père, Yves Lehay. Et le petit village s'appelle Serriera. Alors, là, vos grands-parents, votre papa, ils ont habité là. Ils sont restés 3 years. 3 ans. Ils ont vécu 3 ans à cet endroit? Waouh. 3 ans. De quoi ont-ils vécu? Il n'y avait pas d'argent et alors on leur donnait des légumes, eux donnaient un pyjama, on leur donnait de la viande, eux aidaient dans les travaux ménagers. Donc il y avait une vraie solidarité.
Ils ont pris de grands risques pour protéger des inconnus. Yes. Dans le village, et j'ai surtout rencontré une personne qui est âgée aujourd'hui, qui a 88 ans, et qui, elle, se rappelle très bien d'Amédée, de Bertha et de Wolfgang. Antonia, mon rôle aujourd'hui, c'est de, j'espère, peut-être vous faire retrouver ces personnes, vous les faire rencontrer et recréer ce lien qui a existé entre le gendarme, votre papa et vos grands-parents. J'adorerais aller en Corse pour découvrir l'endroit où ils ont vécu, les épreuves qu'ils ont traversées et rencontrer les gens qui les ont sauvés. J'aimerais ça, vraiment. Nous pouvons le faire. Ok, nous allons le faire. Je vous remercie tellement. Merci. Je vous attends en Corse, ok? D'accord. J'ai toujours été intéressée par l'histoire de ma famille. Mais maintenant que je vieillis, je veux en savoir plus. Je veux pouvoir partager ça avec ma famille. Je veux pouvoir leur dire ces choses plutôt que de garder des secrets comme l'ont fait les miens. Je le veux pour mon fils, pour mes petits-enfants. Je désire qu'ils sachent d'où nous venons. Quelle est l'histoire de la famille? Où ils sont allés, où ils se sont cachés, qui les a protégés? J'ai hâte d'aller en Corse et d'en apprendre encore plus. Oui, je suis prête. Je suis vraiment prête à regarder ce passé en face. Evelyne n'a plus qu'à faire le voyage en Corse. Avec Olivier le notaire, ils peuvent maintenant lancer la procédure pour faire reconnaître les gendarmes de Partinello ainsi que les habitants du village de Serriera comme justes parmi les nations pour avoir caché une famille juive pendant l'occupation. Pascal a pleinement rempli sa mission. Il y a une photo là, il y a deux jolies communions. C'est pas les deux enfants là que tu avais sur la photo? C'est ça, c'est les deux? Si, c'est les mêmes. Ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est le lien tellement proche entre la défunte et un de ses héritiers, et c'est la mort qui va les réunir. C'est une histoire qui nous fait voyager dans le temps, dans l'espace. C'est le Paris de la belle époque. On devine quelle femme elle était, et ça permet de donner une âme un petit peu à notre recherche. Voilà, une photo de Ginette. Toute sa vie, elle a rêvé d'être ballerine. Et donc, elle était heureuse parce que elle faisait le métier dont elle avait toujours rêvé. Oui, c'était une passionnée. Complètement. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous ferait plaisir de le récupérer.